faut être tenace. Tenace dans ses idées, dans sa façon de voir les choses. Faut être tenace dans ses valeurs. Faut jamais lâcher prise. Faut pas se laisser quelque part dérouter, quoi. Enfin, réorienter vers autre chose qui vont à l'encontre de ses propres valeurs. Ça peut pas le faire. Au bout d'un moment, ça nous rattrape. Et puis ça, là, ça fait mal. Donc non, faut se laisser aller, guider par voilà. Et puis ça, c'est le principal, c'est d'être en phase avec soi-même. Voilà. Oh bah pour la vie, je suis né à Brest. Non, mon père était militaire, donc forcément, du coup, on a beaucoup voyagé. Et puis moi, j'ai choisi une autre voie quand j'ai quitté l'école, donc j'ai eu mon bac. Il fallait que je choisisse mes études et donc j'ai choisi finalement de partir dans l'armée de l'air et pas dans la marine. Ne peut pas faire comme mon père. Mais bon, c'était l'armée quand même. Mais ça me permettait de partir et puis de vivre ma vie, quoi. Mais j'ai vite compris que c'était pas mon truc. Et donc j'ai réussi à trouver un contrat de qualification à Paris pour être informaticien. Et ensuite, j'ai grimpé les échelons au niveau de l'informatique. J'ai travaillé à la bourse, j'ai travaillé dans les banques d'affaires de placement. Et donc, j'ai commencé sous la bourse à distribuer les listings. Et après, au bout de 6 mois, j'ai été dans les bureaux à faire du développement. Et puis après, au bout de 6 mois, j'ai commencé à faire un peu plus de missions. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé assez rapidement finalement en tant que technicien de production. Et à Paris, au bout de 13 ans, j'étais considéré comme ingénieur cadre. C'était une envie surtout, une envie d'apprendre et puis de progresser aussi assez naturellement et puis de découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles missions parce que là, du coup, j'ai travaillé dans plusieurs banques et donc c'était intéressant de voir un peu comment ça fonctionnait. En plus, c'était plutôt moderne par rapport à l'armée de l'air qui était un peu désuète, enfin dire. Là, on était vraiment dans le futur, quoi. Donc, je suis resté 13 ans à Paris. La vie a fait que j'étais avec quelqu'un, donc du coup, on a acheté une maison en Bretagne et je rentrais tous les week-ends pour les travaux, voilà. Donc, au bout d'un moment, c'était un peu compliqué. Et j'ai finalement trouvé une annonce sur Brest qui proposait avec des offres d'emploi. Donc j'ai postulé, j'ai dit bon, ça coûte rien d'essayer. Et j'ai été pris. Et à l'époque, donc à Paris, moi j'étais considéré cadre, même si j'avais pas les diplômes, parce que j'avais évolué progressivement dans l'entreprise et qu'on m'avait donné le statut de cadre. Voilà. Mais avec aucun diplôme, c'est simplement pas avec l'expérience. Pour moi, c'est ça qui forge aussi la fonction de cadre. C'est-à-dire que moi j'ai progressé, j'étais au bas de l'échelle complètement, j'étais presque à l'usine, hein. C'était pas l'usine parce que c'était la banque, mais c'est pareil, je découpais les papiers, c'était à la chaîne, c'était un peu, voilà. Et puis progressivement, j'ai appris des choses et donc pour moi c'est une évolution quelque part normale dans une entreprise et puis pour une personne, quoi, et surtout quelqu'un qui veut aller un peu plus loin et apprendre, toujours apprendre et puis faire profiter de son expérience à une entreprise.
Et arrivé à Brest, en fait, donc j'ai postulé, j'ai eu mon entretien où tout s'est très bien passé, et on m'a dit oui, pas de problème, on vous embauche comme cadre. Bon, super. Mais donc une fois déménagé, une fois démissionné, on arrive à Brest, et là c'est un tout autre monde. On apprend qu'on n'est plus cadre, mais qu'on redevient technicien parce qu'on n'a pas le diplôme. Quelque part, tout ce que j'avais fait avant, toute mon expérience acquise, était remise en question. Et ça, je trouve ça injuste, quoi. Et surtout au niveau salaire. Le salaire n'était pas le même non plus. Donc, moi, j'avais une maison, donc il y a les travaux à payer. J'avais perdu à l'époque, c'était 1000 francs par mois, parce qu'on était en francs. C'était pas rien. Mais c'est surtout le fait de me dire, ah ok, donc tout ce que j'ai fait avant, mes 13 ans passés à Paris, toute mon expérience acquise, en fait, on balaye d'un trait et c'est fini, quoi. Là, j'ai dit, ben non, ça va pas le faire. Donc, que faire? Retourner à Paris alors qu'on a tout quitté ou rester et puis se battre? Ben, du coup, je suis resté, je me suis battu. Voilà. Et puis, j'ai dit, ok, si c'est juste le diplôme qui vous manque, ok, pas de problème. Donc, je suis retourné à l'école pendant 3 ans. Pour avoir mon bac plus 4. Donc la seule solution, c'était pour reprendre déjà le salaire que je devais avoir, et puis par rapport à mon amour-propre aussi, c'était de reprendre ce niveau-là et pour pouvoir continuer derrière, parce que sinon c'était vraiment galère. Au départ, j'ai cherché des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir justement compléter mon salaire, hein. Mais bon, j'ai pas réussi, mais voilà. Donc il a fallu que je repasse tous les modules. Mais au final, ça s'est bien passé. Je regrette pas. Je regrette pas parce que du coup, ça a permis aussi de revoir un peu les bases. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut toujours regarder le côté positif. Sinon, on reste au niveau où on est et puis on se laisse aller et puis on est dépité et puis on est aigri au bout de quelques années et puis voilà. Donc non. Et puis je sentais que je pouvais apporter quelque chose. Donc déjà. Donc ça c'est important, hein. C'est important quand on démarre un nouveau poste, c'est essayer de voir quelle est sa place, comment on peut apporter quelque chose, mais au moins essayer d'apporter voilà son petit truc en plus, ou sa brique à l'édifice, quoi, si on veut. J'avais signé un papier pour dire que à la fin de mon cursus, il devait me proposer un poste. Donc je suis arrivé avec mon papier, j'ai dit voilà, on avait promis quelque chose. Et le fait est que j'avais un collègue qui partait en retraite et du coup, j'ai eu son poste. Donc j'ai pris le poste de personne finalement, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit et puis avec ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Je me sentais au moins valorisé par rapport à ce que j'avais fait, quoi. On valorisait un peu le travail que j'avais fait et je me sentais capable parce que j'avais pas peur. Et puis j'étais dans une équipe qui fonctionnait, mes collègues étaient... ça leur a pas fait peur non plus que je prenne la suite. Et j'ai pas eu personne n'est venu me voir en me disant non, je suis pas d'accord, voilà. Au contraire, ils ont trouvé ça plutôt bien. Donc j'étais rassuré dans le fait que voilà, quelque part tout le monde a trouvé normal que je prenne ce poste-là. Et puis comme en plus j'avais fait mes premières années, je travaillais dans l'équipe, donc je savais comment les gens fonctionnaient, comment ça marchait. Je connaissais aussi le client avec qui on travaillait, donc j'avais lié de bons contacts et il me connaissait par rapport à mon travail aussi. Donc il savait de quoi j'étais capable. Donc ça c'est voilà, c'est un ensemble qui font que ça fonctionne, quoi. On était dans un climat de confiance. Alors peut-être que c'est parce que aussi j'ai travaillé dans une banque allemande. Et le mode de fonctionnement allemand, c'est pas du tout le mode de fonctionnement français. C'est beaucoup plus clair, précis, bien cadré, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait. Donc je me suis référé aussi, j'ai pris un peu à droite à gauche ce que je trouvais bien dans le mode de management et j'ai essayé de me l'appliquer à moi-même, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'est resté, c'est de dire que voilà, on est une équipe
ok, il y a un manager, voilà, qui suit l'équipe, qui est soi-disant au-dessus. Mais pour moi, le manager, il n'est pas au-dessus, il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe et il est là justement pour guider, pour voir voilà, comment on peut faire et pour prendre des décisions parce que voilà, il est là pour guider en fait l'équipe vers l'objectif. Et puis justement il y a des personnes dans les équipes qui ont des expertises, qui sont spécialistes dans leur domaine. Ils ne voudront jamais non plus encadrer une équipe. Parce que c'est pas leur objectif, c'est pas leur façon. Eux, ils aiment bien la technique, ils aiment bien ce qu'ils font, leur métier, et ça, c'est important aussi. Il faut être volontaire et il faut aussi avoir la fibre quelque part pour être manager. Mais ça n'empêche pas qu'on a aussi besoin de cadres spécialistes dans leur domaine et qui nous font avancer aussi. C'est un tout. C'est un tout. Et chacun, en plus, a son propre mode de fonctionnement dont il faut tenir compte. Parce qu'on n'est pas des robots. Hein. L'humain n'est pas un robot et qui applique toujours la même chose. Non, certains travaillent d'une façon différente, avec un ressenti différent, avec une vitesse différente aussi. Ça, il faut tenir compte de tout ça. Si on ne tient pas compte de l'effet, enfin de l'humain, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, moi, dans mon mode de fonctionnement, j'ai pas eu de formation cadre, j'ai fait au ressenti, au feeling, et puis à la confiance. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on doit travailler en équipe, quoi. C'est une équipe, c'est un collectif, c'est une équipe, et c'est important de travailler dans ces conditions-là, c'est la confiance. À l'époque, il y avait moins cette problématique d'être entre le marteau et l'enclume. Ça me va très bien parce que du coup, ça permet de faire comme je le sens, comme je le veux. Et puis de travailler avec les équipes, de faire des réunions d'équipe et de dire voilà comment vous voyez les choses. C'est à eux aussi de s'impliquer. C'est pas, voilà, il y a ça aussi qui est important. C'est pas au manager de dire toi tu fais ci, toi tu fais ça et tu te poses pas de questions. Non, c'est aux équipes de s'impliquer dans le projet et de dire moi je le vois comme ça, moi je le vois de cette façon-là, on pourrait faire ça, on pourrait. Et après, c'est le manager qui prend toutes ces idées-là et qui dit bon, ok, on va essayer de cette façon-là, on va prendre ce mode de fonctionnement. Si on voit que ça, il faudra peut-être réajuster, mais voilà, c'est pour ça que je dis l'équipe, c'est important. C'est un ensemble de compétences et si on ne tient pas compte de ça, on passe à côté de plein de choses, quoi. On passe à côté de plein de choses. C'est important l'émancipation et que les gens se sentent aussi impliqués dans l'objectif commun. Et c'est très valorisant pour les gens. Hein. Ça donne du sens. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Ça a évolué parce que l'entreprise a changé énormément. Et donc, quand on a changé de statut, tout le monde s'est monté le bourrichon en disant il faut qu'on soit privé. Et donc, ils ont essayé de durcir les choses alors qu'il n'y avait pas lieu, quoi. Il n'y avait pas lieu d'être. Une entreprise privée, c'est pas être le plus dur, c'est que ça fonctionne et que ce soit performant, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et là, on a voulu faire un modèle d'entreprise en mettant de plus en plus d'indicateurs pour montrer ce qu'on faisait, en prouvant ce qu'on faisait. Mais c'est ce qu'on demande aux managers, c'est de suivre son service et le travail de ses équipiers avec des indicateurs. Et le manager s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume parce que avec des injonctions qui venaient d'en haut, qui ne comprenaient pas, et puis à devoir expliquer quelque chose qu'il n'avait pas compris à une équipe pour déterminer des objectifs, mais qui pour lui était, pour moi c'était plutôt. Moi je savais ce qu'on devait faire, mais par rapport à ce qu'on me demandait de faire, c'était pas cohérent. Donc du coup, expliquer ça à l'équipe pour dire non, je sais que c'est con, mais on va faire autre chose. Comment l'expliquer? L'équipe elle suit pas, quoi, elle comprend pas. Parce que j'avais essayé de faire ce qu'on me demandait de faire. J'avais essayé de faire évoluer mon mode de management.
Mais quand c'est complètement incohérent et que ça va pas dans le bon sens, c'est difficile, quoi. Donc du coup, moi, comme je savais que c'était pas bien, je suis assez, voilà, j'aime pas qu'on me donne des objectifs qui sont pas atteignables et puis je sais que ça fonctionnera pas. Je continue dans mon mode de fonctionnement, que je connaissais et que je savais qu'il fonctionnait et qui permettait d'avoir des résultats. Sauf que au-dessus de moi, donc j'avais un chef qui lui voulait vraiment suivre les directives qui venaient d'en haut, qui voulait avoir vraiment la main sur la couture, le doigt sur la couture, et puis du coup qui nous a, au niveau de tous les managers, été à plutôt c'est un management comment on dit nocif. Voilà, donc je me suis retrouvé face à un management nocif. Et c'est compliqué, hein. On voit que ça atteint la personne. Et du coup, après, il s'infiltre là, comme si il y avait une petite brèche. Hop, il s'infiltre et puis... On se retrouve en fait, en porte-à-faux. Et il y avait enfin, c'était incompréhensif, quoi. Et du coup, je me suis mis à avoir des TMS, des troubles musculo-squelettiques, parce que j'étais en contradiction avec ma façon d'être et ma façon de voir les choses. Et puis par rapport à ce qu'on me demandait. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, de muscles, de machin. Mais c'était assez sévère, hein. Mais j'ai pas mis tout de suite le doigt dessus parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, c'était ça. C'était le stress. Bon, on a eu aussi la chasse, j'appelle ça la chasse aux sorcières. Il y a eu des dégagements de cadre, on appelle ça, où on ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression que ça, je ne sais pas si c'est lié à notre entreprise ou si c'est lié à d'autres entreprises. Ça, j'ai pas réussi à savoir. Mais il y a des périodes où l'entreprise veut faire des économies. Et elle fait faire des économies sur des cadres, par exemple, sur des managers. Et là, du jour au lendemain, on va cibler un cadre, un manager qui va devoir quitter l'entreprise ou changer de poste, mais de lui-même. Ça vient petit à petit, quoi. C'est pas clair. C'est petit à petit, ça rentre dans le truc et on se rend pas compte tout de suite. Et là, je me suis retrouvé dans cette situation-là. J'ai quand même réussi à prendre du recul, parce que après, quand j'analyse le truc, je me suis dit, parce que quand je l'ai vécu, c'était pas ça du tout. Mais j'ai quand même finalement réussi à me poser, à me dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, et parce que je comprenais pas, parce que du jour au lendemain, je faisais un super boulot. Dans mes entretiens, j'avais toujours de très bons résultats. Enfin voilà, tout se passait bien. Et cette année-là, patatras, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Alors que je faisais le même boulot, j'avais les mêmes expériences, j'avais la même équipe. On atteignait les résultats. Et là, du jour au lendemain, je n'étais plus bon à rien. Je dis, il y a un truc bizarre. Moi, j'étais prêt à partir en arrêt maladie, hein, parce que j'en pouvais plus. Il s'était passé quelque chose de vraiment trop grave. Ça a failli venir au cou, hein. Donc j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma santé, enfin pour physiquement aussi. Et là, j'étais tellement mal que je suis allé me réfugier en fait dans les bureaux de la CFDT. Parce qu'il fallait que j'étais à cran. Je savais plus où j'étais. Voilà. Donc j'étais nerveusement, j'étais au bord de la crise. Enfin, j'étais même pas j'étais pas au bord, j'étais en pleine crise. Et donc du coup ils m'ont donné un café, ils m'ont laissé me reposer tranquille. Et du coup j'ai pris ma carte. Et quand je suis revenu après au bureau, je pense que ça a dû savoir que j'étais allé au syndicat, parce que du coup c'est un peu plus calme. Donc ça m'a, je me suis rendu compte que du coup le fait d'être syndiqué aussi, ça permettait aussi de poser un peu plus les choses
et d'être moins brutal. Voilà. Parce qu'on se disait, on va... Alors peut-être c'est une idée que je me suis faite, hein, mais j'ai eu l'impression qu'on se disait, je vais avoir des problèmes avec les syndicats, donc on va peut-être calmer le jeu. Et du coup, là, j'ai réussi à prendre du recul parce que j'ai été soutenu avec ma famille, avec mes amis, qui m'ont dit, mais non, c'est pas toi. Il faut que tu... Donc du coup, et en plus, il y avait eu l'entretien, donc j'ai dit, il faut que je fasse un commentaire pour rejeter tout ce qu'on me reprochait avec du factuel, quoi, pour montrer que tout ce qu'on me reprochait, c'était pas cohérent par rapport à ce que j'avais fait et qui avait fonctionné et sur lesquels j'avais eu des résultats concrets. Donc tout ça j'avais écrit, donc je m'étais posé tout le week-end. Et le fait d'écrire, ça permet aussi de relativiser, de dire non, finalement j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai fait des choses bien. Voilà, donc non. Et là mon manager il a refusé de valider. Parce qu'il dit moi je valide pas ça. Je dis tu fais comme tu veux, moi c'est ce que je vais dire. Voilà. Et ça s'est terminé comme ça en fait. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais réussi à contourner la chose en montrant que je me laissais pas faire. C'est le recul. Parce que quand on est en plein dedans, on voit pas, on est complètement envahi par plein de choses et puis on sait plus, on est perdu, on est noyé, on presque à l'étouffement, quoi. On suffoque. Et puis alors que quand on pose les affaires, on pose les éléments, hop, on se détache déjà un peu plus, on relie un peu ce qu'on a fait et puis finalement on se détache, on prend du recul. On n'est plus dedans, on est à l'extérieur. Ça c'est important, c'est important. Si on est tout seul, on tombe. Hein. Et ça m'a permis de relativiser les choses en me disant, mais en fait, lui, il va pas bien non plus. Parce qu'il essaye de me descendre, mais dans sa tête, ça doit être aussi très compliqué. Parce que c'est quelque chose qu'on lui a demandé de faire, qu'il ne sait pas faire, qu'il ne sait pas maîtriser. Donc il le fait mal. Parce qu'un manager qui aurait voulu... je ne dis pas se débarrasser de quelqu'un, mais orienter quelqu'un vers une autre fonction, machin, il l'aurait fait différemment. Mais là, c'était tellement brutal que du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, lui-même, c'était pas son truc et qu'il le faisait à contre-cœur. Mais il se sentait obligé de le faire parce que au-dessus de lui, on lui a imposé ça. Quand j'ai commencé donc à me poser, à voir ce qui se passait, et à discuter avec d'autres personnes avec qui je travaillais, je me suis rendu compte en fait, ça se passait un peu partout dans d'autres services, un peu de ce type-là. Il y avait une personne, du jour au lendemain, pouf, elle ne savait plus travailler. Et puis il y en a qui sont partis parce qu'ils en ont eu ras-le-bol. Moi j'ai persisté, moi je suis tenace. Moi. J'ai persisté et j'ai dit non, c'est pas moi. C'est pas moi, il y a autre chose. Mais du coup, donc moi j'ai pas démissionné parce en fait, j'ai vite compris qu'on voulait que je démissionne, mais moi il est hors de question que je démissionne. J'avais rien fait de mal, donc il n'y a aucun problème. Et du coup, comme on voyait que de toute façon je tiendrais le bon bout, mon manager m'a dit ce que je propose, c'est que tu changes de poste parce que j'ai besoin de toi sur un autre poste. Mais tu seras plus manager, mais parce que j'ai envie de revoir un peu l'organisation. En fait j'ai pris le poste parce que pour moi c'était un échappatoire. Je voulais plus qu'on me d'être perturbé à ce point-là. Et donc j'ai pris le poste tout en sachant qu'il était pourri et qu'il servait à rien. Mais c'était une libération. Donc tout de suite j'ai dit ok, je prends. Parce que c'était au moins je vais pouvoir respirer. J'ai quand même regretté après parce que je me dis putain je laisse l'équipe quoi, ça c'était dur. Et depuis ce moment-là, je veux plus être manager. Plus du tout, plus jamais.
Pourtant, je le fais quand même parce que j'ai une association, je suis président d'une je le fais quand même d'une autre façon, mais dans l'entreprise, jamais. Plus jamais. Voilà, je viens de faire un son et lumière dans un château, et donc il fallait gérer 80 personnes. Voilà, moi je fais le parallèle entre ça, faire du théâtre, et être manager dans une entreprise, être metteur en scène ou manager, c'est pareil, quoi. En fait, c'est la même chose. C'est guider les gens, c'est les amener à se surpasser. Et quelque part, le théâtre, c'était une soupape aussi de secours. Par rapport à ce qui m'est arrivé au boulot, pour moi, c'était une soupape. D'écrire des pièces de théâtre, de jouer, maintenant de faire des films, c'est... Je sais pas, c'est... Ouais, je me sens un petit peu plus libre dans ma façon d'être. Je sais pas, ouais, je sais pas. C'est quelque chose qui me fait du bien. Ça donne beaucoup de satisfaction. C'est ça les trucs. Ça donne beaucoup de satisfaction. On est dans un mode de fonctionnement qui ne met pas en avant les personnes, quoi. Qui ne met pas en avant les compétences. On est devenu, voilà, il faut agir comme des robots. Moi, ça me convient pas. C'est pas, voilà. Moi, je suis plus dans l'humain, donc c'est pas mon mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est important pour moi au niveau du management. C'est ça aussi. C'est se surpasser et de montrer aux gens qu'ils sont capables de faire d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils font, et aussi de leur permettre d'évoluer. Et moi, je trouve que c'est important. Et pour le coup, je suis arrivé sur un poste complètement autonome, puisqu'on n'attendait rien de moi. Du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Et j'ai mis en place des choses. Et l'année suivante, donc j'ai eu mon entretien avec mon responsable. C'était le même, hein, je n'avais pas changé de responsable. J'étais plus manager, mais j'avais toujours le même. Il m'a regardé, il me dit, alors là, tu m'épates, parce que je t'ai mis sur un poste pourri. T'en as fait quelque chose de bien. Bravo. Donc, quelque part, ça m'a... Voilà, j'étais content parce que je lui ai montré que je me laissais pas faire. Que je savais aussi que c'était un poste pourri, mais que je voulais en faire quelque chose pour lui montrer que j'étais capable. Voilà. Quelque part, c'était aussi une revanche. Donc, j'ai gagné. C'est le système qui est comme ça. Et tant que on obéit à un système qui est pas bon, moi je plains les jeunes qui arrivent sur le marché là, parce qu'ils sont dans un monde dur. C'est dur, très très dur. Hein. Un manager à notre époque là, c'est. Oh, moi j'en vois beaucoup de mes collègues là qui sont qui souffrent énormément parce que justement je sais même pas comment ils tiennent le coup. Hein. Il y a beaucoup de contradictions en fait entre ce que veut montrer l'entreprise à l'extérieur par rapport à un management positif, compréhensif, orienté vers la confiance. Ça c'est que de l'affichage. Dans la réalité, tout le mode de fonctionnement est fait pour contraindre, pour ne pas donner de sens, pour être incohérent. Et du coup, entre l'affichage et la réalité, il y a un gouffre. C'est vraiment, c'est la vitrine avant tout, quoi. Mais quand on le vit, c'est dur, quoi. C'est très dur. Là, il y en a beaucoup qui me disent, je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu le sens de leur travail, à leur travail. Et qui viennent au boulot le matin, qui repartent le soir. Bon, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, pas grave. Ça, moi, je trouve que c'est grave. Je crois, plus ça va, plus je rencontre des gens qui sont dépités, et ça, c'est pas bien. C'est pas bon pour la personne, individuellement, parce que c'est pas très motivant, à moins qu'elle trouve d'autres motivations ailleurs, ce que je souhaite. Mais c'est pas bon non plus pour l'entreprise, parce qu'une entreprise avec des gens qui sont pas motivés, qui sont dépités,
vois pas comment elle peut fonctionner. Et puis plus globalement au niveau société, ça donne des frustrés, ça donne des aigris, ça donne des gens qui sont en colère. C'est pas bon. Voilà. Moi c'est pas ma vision des choses. Donc c'est pour ça que je regarde toujours le côté positif des choses pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer du positif. C'est important le positif. De toute façon, comme je disais, hein, on me donne une claque, moi je rebondis encore plus fort. J'aime pas ça. J'aime pas. Et puis que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, hein, de toute façon, quand il y a une injustice, moi j'y vais à fond. Hein. Bah, toutes ces expériences-là, ça permet de se construire, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et puis d'évoluer avec avec ce qu'on il y a toujours quelque chose à apprendre et à apprendre dans ce qu'on subit et ce qui nous arrive, même si sur le coup ça peut être très très destructeur et très négatif. Ça n'empêche que si on sait le récupérer et le remettre dans une forme différente, et c'est ça le plus important, c'est du coup de dire voilà, moi j'ai cette expérience là, j'ai ce vécu là, comment j'ai agi, comment je peux aider les autres aussi à passer ce cap quelque part pour se reconstruire et pour aller plus loin. Et c'est ça qui est important. C'est pas rester tout seul, quoi. C'est pas rester tout seul. Quand j'étais jeune, on m'a dit « tu es trop gentil ». Ça, je le revendique. Je l'avais pris comme un défaut, en fait, quand on me l'avait dit, parce qu'on me l'avait dit comme un reproche. Et en fait, moi, maintenant, je le prends comme c'est une qualité. Et je le revendique. Parce que je m'aperçois qu'en fait, en étant gentil, en étant soucieux des gens, et d'essayer d'apporter des choses et de faire en sorte que les gens soient heureux, quoi, tout bêtement, ça apporte beaucoup plus de choses. On ressent quelque chose de beaucoup plus... c'est pas valorisant, mais ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les gens heureux. Et puis c'est réconfortant. Et puis c'est ça qui est fait. Donc je revendique d'être gentil. Ouais.